Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Il est midi passé de quelques poussières de secondes. L'émission que vous écoutez maintenant est Accent du Sud. L'objectif de l'émission, vous le savez, est de donner la parole aux acteurs et actrices du Sud présents ou de passage à Montréal. Il peut aussi arriver que nous accueillions ici des personnalités du Nord, des personnalités qui ont quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Quand je dis nous, je parle de moi-même et de ma chère Carmen, en augmentant un peu le volume de ma voix. Ma chère Carmen, bonjour Carmen. Bonjour William, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci, et toi? Ça se voit et ça s'entend, je vais très bien. Aujourd'hui, nous recevons une dame aux multiples talents. Elle est coach certifiée en santé intégrative, entrepreneuse et chef d'entreprise. Elle s'intéresse à quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ça me fait plaisir de te recevoir ici, sur la montagne. Je sais que tu es journaliste. Bonjour, Andrea. Bonjour, William. Andrea Bomo, et je vais l'étonner quand je vais lui dire qu'on s'est déjà rencontrés. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah oui? On s'est rencontrés au Cameroun il y a une dizaine d'années. Waouh. Ouais. Sérieux? Sérieux. Et on s'était rencontrés dans une chaîne qui s'appelle Voice Africa. Ok. Je ne sais pas exactement ce que tu y faisais. Oui, j'ai travaillé avec Vox Africa. Avec Vox Africa. Oui. Ah, voilà. Donc, on s'était rencontrés. J'étais venu voir Paul Maël, que tu connais peut-être. Oui, absolument. Et à l'époque, il y avait Martin Camus-Mimbe et Tessira. Wow. Donc, on s'était déjà rencontrés. Et puis, quand je t'ai vu, j'ai dit... Oui, je crois que c'est bien elle. Alors, tu es coach certifié en santé intégrative et je te retrouve ici à Montréal 10 ans plus tard. C'est fou, hein? C'est fou. Aujourd'hui, nous allons parler de ta passion et de ton engagement pour l'herboristerie. C'est pas facile à prononcer, donc je l'ai scindé pour pouvoir bien le dire. Et j'ai vu que tu animes bientôt une masterclass. Ce serait peut-être déjà passé parce que nous enregistrons vendredi et l'émission passera mardi. Et tu as une masterclass lundi, on en parlera, puisque tu es coach certifié en santé intégrative. Alors, c'est quoi une coach certifiée en santé intégrative? Alors, la santé intégrative, en fait, c'est une approche de santé qui tient compte de tous les aspects de la vie d'un individu qui peuvent influencer sa santé. Par exemple, la qualité du sommeil, l'alimentation, le stress. Ce sont tous des facteurs qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Par exemple, si la nuit dernière, tu n'as pas bien dormi, William, il y a des chances que tu aies mal à la tête, par exemple, ou que tu sois plus fatigué. Donc, en santé intégrative, on va essayer d'aider chaque personne à aller mieux avec des conseils d'hygiène de vie, d'alimentation, parfois de supplémentation, en parlant des plantes médicinales, pour aider le corps à retrouver son équilibre. Donc, c'est vraiment une santé globale qui vise le mieux-être. Je suis sûr qu'on va apprendre des choses intéressantes aujourd'hui. J'en suis sûr. Avec Carmen, je suis dans ce studio. On fait Accent du Sud et on fait Accent du Sud avec de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, Carmen? Effectivement, aujourd'hui, on va collaborer avec notre cher invité qui nous a proposé gentiment 2 chansons. Donc, on va écouter la chanson Praise the Jah Moonlight de Ty Marley. C'est un des enfants de Bob Marley qui a un biopic qui va sortir ce 14 février. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. On voit ça partout. On voit ça partout. C'était très intéressant. La chanson est en train de pop sur les réseaux sociaux. C'est vraiment bien. Ensuite, on a la chanson C'est Dieu de KS Bloom et de Chidinma, un duo ivoirien. Je pense que Ivoirien et nigérien. Ivoirien et nigérien. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent KS Bloom. Il est très connu. On va terminer avec la chanson See You Again de Tyler, the Creator, parce que c'est, pour certains qui ne le savent pas, le Black History Month. Et je trouve que c'est bien de rappeler que les artistes noirs peuvent être à l'affiche et faire des chansons que vous écoutez tous les jours sans peut-être le savoir. Mais on va commencer avec la chanson Ngouyi de Blick Bassi. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Carmen Manga et moi recevons aujourd'hui Andrea Bomo, journaliste et coach certifié en santé intégrative, pour parler de l'importance de l'herboristerie et des plantes médicinales pour la santé des femmes. L'émission est Accent du Sud. Nous pensons autrement. Je suis William Bayard. Bienvenue. Sol babi wo inyu lipem li long yes babi well bes on bes palal bes poro labi well inyu insang in lor yes inyu insang
di bani no cho boye baso ibela mon bes ndingo maibe ngawap oh ngiyeni 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 ngiyenu basolo babi well inyuminkang milong yes inyuminkang mi bon bes balal bes abi wo ye abi wo abi welli inyumi tenjes nebe kai nebe yon mumandama yambambari ni nyai leritore la ngiyini oh ngiyinu ngiyini ngiyinu mama ngiyini ngiyini ngiyinu bombes mayom de queles bo Bayes inobjal ingena ches bombes bayin di tol bo di telep inyutila ingena ches Sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de notre invité Andrea. Et vous venez d'écouter la chanson Ngouyi de Blik Bassi. Andrea Bomo est avec nous. Commençons, Andrea, par ton actualité. Parce que tu as animé une masterclass donc, ce 12 février autour du syndrome des ovaires polykystiques. Je l'ai bien dit. Hein. Absolument, tu l'as très bien dit. L'objectif de l'échange a été de partager, comme tu le dis toi-même dans ta communication, les clés pour équilibrer ses hormones et optimiser ses chances de conception grâce à une approche unique combinant nutrition, hygiène de vie et plantes médicinales. Bon, explique-moi rapidement. J'ai une question, mais explique-moi tout ça, parce que j'ai fait un copier-coller et j'ai essayé de lire ta communication. Qu'est-ce que tu fais dans des masterclass comme celle que tu as fait lundi? Alors, dans les masterclass, le but, c'est vraiment de partager la connaissance, de pouvoir équiper les femmes avec les clés pour prendre leur santé en main. Le syndrome des ovaires polykystiques, qu'on appelle aussi le SOPK, c'est le trouble hormonal le plus fréquent chez les femmes en âge de concevoir. À peu près une femme sur 7 est atteinte, mais en vérité, c'est beaucoup plus parce que 50% des femmes ne savent pas qu'elles sont atteintes. Parce que les symptômes sont très... ça semble un peu banal. On peut avoir de l'acné, on peut avoir des règles irrégulières, on peut avoir une prise de poids soudaine, on peut avoir par exemple de la pilosité à des endroits qui parfois sont réservés aux hommes comme le cou ou parfois la poitrine. Voilà. Donc ce sont des symptômes qui d'emblée ne semblent pas alarmants, mais c'est quand même la première cause d'infertilité dans le monde. Et il y a beaucoup de complications dans le quotidien, comme la fatigue chronique, on peut être fatigué tout le temps, ou on peut avoir des troubles du sommeil. Donc, c'est pas mal handicapant au quotidien. Et la meilleure approche pour justement mieux vivre avec le SOPK, c'est vraiment l'hygiène de vie. C'est comment est-ce que je mange, est-ce que je fais du sport, ma routine de sommeil, parce qu'il n'y a pas de traitement médical en fait pour ça. Ça fait que c'est un syndrome, donc c'est pas considéré comme une maladie, donc c'est juste on essaye d'atténuer les symptômes au quotidien. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai été diagnostiquée il y a 10 ans aujourd'hui, et c'est ce qui m'a lancée dans le métier que je fais actuellement. Donc on va dire que c'est un domaine dans lequel je suis devenue un peu experte, mais avec une approche plutôt naturelle qui vise en fait d'améliorer le quotidien de ces femmes. Et donc la masterclass vise en fait à transmettre les connaissances, à dire voilà, il faut comprendre que c'est une maladie, c'est un syndrome qui affecte le métabolisme complet. C'est aussi quelque chose qui prédispose, qui augmente les risques de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Donc il y a quand même pas mal de complications qui peuvent être liées à ça si on n'est pas traité. Et avec des masterclass, en fait, on peut
partager aux femmes, aux participantes, l'importance de l'alimentation saine, comment faire des bons choix au quotidien, comment prendre soin de son hygiène de vie, comment réduire le stress, parce que le stress est un facteur qui vient accentuer aussi ce problème, et il y a aussi beaucoup de dépression chronique qui viennent avec. Donc, la meilleure, on va dire, approche pour améliorer le quotidien des femmes immédiatement, c'est de faire des changements dans leur quotidien. Et c'est ce dans quoi je m'engage, c'est vraiment de partager le savoir pour qu'il y ait quand même cette autonomie, pour que les femmes puissent reprendre leur santé en main, parce que entre le moment où une femme va chez son médecin, qu'elle est diagnostiquée, et qu'elle rentre chez elle, elle n'a aucune solution concrète. Voilà, pour comment je fais si je dors 9 heures la nuit, mais le matin, je me réveille, je suis fatiguée. Comment je fais si j'ai des règles tellement douloureuses, je ne peux pas aller en cours, je ne peux pas aller au travail. Qu'est-ce qu'elle fait entre-temps? Donc, les masterclass, pour moi, c'est le moyen de pouvoir éduquer les femmes pour qu'elles puissent avoir des éléments déjà pour améliorer leur quotidien. C'est vrai que cette question-là serait venue peut-être à la fin, mais juste vu que ta masterclass est passée, donc hier, lundi, la prochaine, c'est quand? Alors, la prochaine aura lieu en mars. Ce sera en présentiel cette fois à Montréal. Donc, je pense qu'on annoncera la date. Ok, on va relayer. C'est ça. Même si tu ne viens plus ici, Ouais. on va essayer de relayer. Ça. Alors, tu as parlé un peu de ça, mais ma question c'était, la première question c'était, une journaliste, parce que je t'ai connue comme journaliste il y a une dizaine d'années. Comment ça se fait qu'une journaliste se soit retrouvée en train de donner des conseils santé, bien-être, soins et santé féminine? Alors, c'est vrai que d'emblée, ça n'a rien à voir. Mais la raison, c'est que je n'arrivais plus à travailler normalement à cause de mes problèmes de santé. Donc, tu le sais, le métier de journaliste est très mouvementé. On va sur des lieux de tournage, on se déplace beaucoup, on passe de longues heures à travailler. Et moi, étant diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques, de fibrome utérin, de kyste ovarien, à l'époque, j'avais début vingtaine, je pense 21 ans, 22 ans. Et c'était assez handicapant pour moi. Et le problème, c'est que ce sont des problématiques qui étaient tabous. Donc, on n'en parlait pas. Moi, je ne pensais pas que autant de femmes étaient atteintes. Et parfois, je ne pouvais pas aller au travail ou aller en cours à cause de ça. Et en fait, j'ai subi plusieurs opérations pour ces problèmes de santé, parce que en fait, j'ai parlé aussi des fibromes utérins. C'est aussi l'une des maladies gynécologiques qui touche beaucoup de femmes, majoritairement les femmes noires, pour lesquelles, par elles, il n'y a pas de véritable traitement médical, mais il y a une intervention chirurgicale qui peut être faite pour enlever le fibrome en fait de l'utérus. Donc moi, j'avais déjà subi 2 opérations pour ce genre de problème, et à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible de continuer comme ça. Je suis jeune. Déjà, ce sont des problèmes qui réduisent les chances de tomber enceinte. Et en fait, c'est mon mind de journaliste qui m'a poussée à chercher. Parce que je comprenais pas pourquoi j'avais ces problèmes et pourquoi il n'y avait aucune solution. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas te lever un matin, puis tu subis tout ça, mais on te dit qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cause claire, mais tu dois vivre comme ça éternellement. Et donc, c'est dans ces recherches, mais aussi dans le désespoir, parce que j'ai toujours voulu être mère, j'ai toujours voulu être maman, et je me suis lancée dans des recherches. J'ai commencé à lire sur les plantes médicinales, l'alimentation, participer à des ateliers. C'était vraiment une expérimentation pour moi. Je faisais des tests sur moi, j'étais mon cobaye, et je n'avais plus rien à perdre. Tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre, qu'on t'a dit que c'est mort, c'est ça. Tu n'auras pas d'enfant, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de traitement. Donc, en fait, tu n'as plus rien à perdre. Donc, moi, j'essayais des choses parce que je me disais, j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie de mener une vie normale. J'avais de l'acné. En plus, tu sais, j'étais journaliste donc, et présentatrice. Donc, c'est ça. J'étais en face de la caméra. Et donc, j'arrivais plus à me regarder dans le miroir. J'avais des problèmes d'estime de soi. Donc, ça affectait tellement mon quotidien que j'étais dépressive. Donc, il fallait que j'ai des solutions, il fallait que je trouve. Donc, c'est vraiment dans le désespoir et la quête de vouloir comprendre ce qui m'arrivait que je suis tombée dans le chaudron des plantes médicinales, on va dire ça comme ça. C'est tellement intéressant ce que j'écoute, mais parce que j'essaie de faire des liens en même temps avec ma propre recherche. Là, j'ai l'impression d'écouter une personne avec qui j'étais en train de discuter un peu moins d'1 mois en Côte d'Ivoire, justement sur le fait que quand on est face à une situation qui est bloquée, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, on n'entre plus vraiment à l'hôpital avec la même avec la même mentalité. C'est-à-dire, on se dit que perdu pour perdu,
essayons des choses, même qu'on nous a dit qu'elle ne fonctionnait pas ou bien qu'elle n'était pas légitime en fait d'exister. Mais ce qui m'intéresse surtout, pour revenir à cette partie de l'entretien, parce qu'on aura l'occasion de parler des choses un peu plus scientifiques, connaissances, etc. plus tard. Dans cette partie de l'entretien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, face à une maladie qui a été diagnostiquée comme une maladie, disons une maladie parce que c'est un trouble du bien-être, et dans tous les cas, la définition de la maladie est en fonction que l'on vienne d'une société qui valorise par exemple la maternité. Le fait de ne pas pouvoir faire d'enfant, c'est en soi un désordre. Donc, face à une maladie comme celle-là, quand on dit incurable, toi, tu as quand même réussi, parce que ça, c'est ce que tu ne dis pas, c'est que tu as réussi quand même à avoir des enfants après. C'est ça. Donc, je suis mon propre témoignage. Parce qu'après avoir subi 2 opérations, et vraiment, j'ai voyagé à travers le monde pour ne serait-ce qu'être diagnostiquée. Wow. Parce que l'une des problématiques, c'est que ce n'est pas pris au sérieux. Et bien sûr, il y a des médecins qui sont bienveillants, comme le médecin qui m'a diagnostiquée, qui était en Inde. Je ne sais pas si tu imagines, j'ai dû parcourir des milliers de kilomètres. À l'époque, je vivais en Angleterre où j'étais étudiante en journalisme, justement. Et j'ai parcouru des hôpitaux. Je voyais les médecins pour les symptômes que j'avais. Et puis, on me disait, ça arrive à toutes les femmes d'avoir des règles douloureuses, d'avoir de l'acné, prenez la pilule. Et moi, je savais que dans mon corps, quelque chose avait changé, il y avait quelque chose, mais je n'étais pas vraiment écoutée. Et donc, il a fallu que je me retrouve à l'autre bout du monde. Et c'est là-bas que j'ai reçu un véritable diagnostic. Et que j'ai enfin compris que ce que je vivais, c'était pas dans ma tête. Donc ça, c'était la première partie, mais la deuxième partie, c'est de se faire dire qu'il n'y a pas vraiment de solution et que oui, tu peux tomber enceinte, mais ça va être très difficile. En fait, naturellement, tu peux pas. C'est ce qu'on me disait. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 petites filles. Wow. Et qui sont arrivées naturellement. 6 mois après que j'ai commencé à changer ma vie, changer mon mode de vie, mon alimentation, utiliser des plantes médicinales, 6 mois après, je suis tombée enceinte naturellement. Et l'année d'après, j'ai eu ma 2e grossesse. Et aujourd'hui, elles ont 7 ans et 6 ans. Waouh! Là, je suis en train de regarder Carmen. Non, mais depuis tout à l'heure, je prends des notes et tout parce que on va pas dire que je me reconnais dans ce témoignage, mais je suis surtout arrivée à l'âge où on discute avec des amis de l'avenir. J'ai des amis qui sont déjà en âge d'avoir des enfants, des amis qui sont en train de travailler. Et je me dis que des fois, on discute justement de ces symptômes comme quelque chose de normal, alors que des fois, ça revient très souvent. Des fois, je suis tout le temps en train de dormir, mais je suis tout le temps fatiguée. Et je me dis que on a tellement pris l'habitude de minimiser ça parce qu'on le voit partout, que des fois, on n'a pas ce réflexe de se dire il y a un problème de santé. Surtout c'est un peu malheureux de le dire, mais des personnes qui viennent surtout du continent africain, on a énormément cette tendance à se dire de toute façon, c'est pas grave, il y a pire, je vais boire une tisane, ça va aller et tout. Même si on a ce rapport-là avec le fait de, par exemple, boire des bonnes boissons, des herbes médicinales, on va jamais se dire ces petits symptômes éparpillés dans le quotidien, c'est un problème. Donc, ma première question, ça serait comment est-ce qu'on pourrait faire pour, dans les discussions du quotidien, aider les gens à se rendre compte que des petits symptômes éparpillés partout, ça peut être signalement d'un plus gros problème? C'est une très bonne observation parce que, en fait, et c'est ça que la santé intégrative apporte, c'est que le corps est connecté. Tous les organes du corps et tous les systèmes du corps sont connectés. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du manque de sommeil qui d'emblée, c'est juste la fatigue. On va l'associer à la fatigue, mais tu peux avoir des migraines parce que tu n'as pas assez dormi ou parce que tu n'as pas assez bu d'eau, tu n'es pas assez hydraté. Et c'est pareil pour le système reproducteur féminin. Par exemple, ce que je conseille souvent aux jeunes femmes en général, c'est d'observer leur cycle menstruel. C'est comme une boussole. Donc ça te dit si quelque chose ne va pas bien. Par exemple, avoir des douleurs tellement intenses qu'on a du mal à fonctionner, c'est pas normal. Même si on a l'impression que toutes les femmes ont mal, non, c'est pas normal. Et avoir, par exemple, des règles irrégulières, pareil, c'est pas normal. Ou passer des mois sans avoir ces règles, si on n'est pas enceinte, c'est pas normal non plus. Et ça, ce sont des petites choses qui peuvent permettre de déceler des anomalies, mais aussi de savoir que le corps est complet et connecté. Tout est connecté dans le corps. Donc, si j'observe qu'à un moment donné, j'ai des symptômes que je n'avais pas avant qui surviennent, je dois y prêter attention parce que c'est une manière que ton corps te communique.
que quelque chose ne va pas bien. Et c'est vraiment ça l'approche de santé globale, c'est qu'on ne se fixe pas sur le symptôme. Comme en médecine allopathique, on a un mal de tête, on va prendre un Tylenol. Ok, mais et si le mal de tête, il revient tous les jours? Est-ce que je vais prendre ce Tylenol tous les jours? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille regarder qu'est-ce qui est la cause racine de ce mal de tête? Ça pourrait être que je ne bois pas assez d'eau, ça pourrait être que je suis stressée, ça pourrait être que ce sont des migraines hormonales, donc mes hormones sont déséquilibrées. Donc il y a tellement de causes racines possibles qu'il faut aller à la racine pour avoir une solution durable. Et c'est vraiment cette approche que je donne. Et puis un des moyens vraiment de sensibiliser, c'est de donner ce type d'exemple, en fait, comme celui que je viens de donner. C'est très courant, tout le monde a déjà eu un mal de tête qui ne veut pas s'en aller, mais c'est en fait ça, de se dire que peut-être que ce n'est pas juste le mal de tête qu'il faut soigner, c'est autre chose en fait de plus profond. Je ne sais pas si tu avais quelque chose, une relance à faire. Je trouve que pour l'instant, c'est assez complet. C'est juste que, encore une fois, je me rends compte qu'on n'est pas assez sensibilisé sur le fait de vraiment chercher la racine des problèmes et d'aller surtout voir des médecins. Dans mon entourage, on ne va pas voir le médecin. Ouais, on va sur Google. On va sur Google et on se dit ça va passer. Moi, je pense qu'au-delà, c'est une question, mais je fais un commentaire. Hein, tu pourras peut-être commenter le commentaire, selon la référence, c'est bien connu. Moi, je pense que c'est une question, moi je l'écoute et puis je me dis, c'est une question au-delà des questions qui, je pense, sont beaucoup plus triviales, dont on parle souvent, dans les relations entre les sexes, je pense. C'est une question qui est beaucoup plus fondamentale. C'est-à-dire, quand je l'écoute, c'est-à-dire des personnes nous qui sommes dans des relations avec des filles, c'est des questions qui... On entend ça. C'est-à-dire, c'est des choses, ça fait partie du bruit de la relation. Entendu que c'est des choses, tu as une copine qui te dit ah, vraiment j'aime mes règles douloureuses, j'ai ceci. Mais c'est tellement justement dans la culture de ne pas tenir compte de ça comme justement une maladie. Et je pense que c'est un discours qui doit quand même irradier davantage parce que ça touche les modes de vie. Donc c'est pas juste une une thérapie qui est passagère. Ça touche vraiment les modes de vie, c'est-à-dire en fait, quand je t'écoute, je trouve que c'est quelque chose... L'émission n'est pas encore terminée, hein. On a encore 20 minutes. Mais je trouve que c'est quelque chose qui doit être dit. Et je ne sais pas à quel point on peut travailler à rendre ce message un peu plus vulgaire dans la communauté. Mais ces questions sont importantes, je pense. Tout à fait. Et l'exemple que tu as cité est vraiment pertinent parce que les hommes sont concernés aussi. Ouais. Parce que les hommes sont au contact des femmes, que ce soit une copine, une conjointe, une amie, une sœur. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui souffre de règles douloureuses. C'est ça. Et plus les hommes vont être justement éduqués sur ces problématiques, plus en fait, même des femmes vont porter plus attention. Moi, j'ai plusieurs hommes qui me contactent pour leurs copines ou pour leurs femmes, qui sont des clients pour leurs copines, pour leurs femmes, parce qu'ils veulent le bien-être de leur partenaire. Et c'est ça, parce que personne ne veut voir la personne qu'on aime le plus souffrir chaque mois, parce que c'est pas normal. Et pour rebondir sur ça, en moyenne, selon les études, ça prend 7 à 8 ans pour qu'une femme soit diagnostiquée d'endométriose. Wow. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourtant, c'est des douleurs handicapantes. Tu es carrément immobilisé pendant tes règles, et même en dehors de tes règles, parce que les douleurs ne s'arrêtent pas. Alors, si on prêtait plus attention déjà à la douleur des femmes, il y a quelque chose aussi qui touche au genre là-dedans, on en parle très peu, mais c'est réel, c'est que les douleurs des femmes sont banalisées dans certains lieux, dans certains milieux, culturellement aussi, mais aussi dans certains milieux, on va dire, médicaux. On a tendance à balayer ça un peu rapidement. Globalement, il y a moi je peux le dire ouvertement, hein, il y a des recherches qui ont été documentées là-dessus, notamment sur la femme noire dans les hôpitaux, y compris ici au Canada, où la douleur de la femme noire, de la femme de la Première Nation est en général nuancée. Exactement. Donc tout ça peut contribuer aussi à ces diagnostics tardifs et la souffrance en fait que certaines femmes vivent au quotidien. They say the sun and I shine for all, but I am some people world, yet never shine.
flames are catching a fire. Showed you I love you, you call me a liar. Oh no, 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 no. Baby, tell me where you gone. I've been feeling for your love so long. We can praise God in the moonlight. Baby, if you with me, better do right. And I've been gone too long, and I'm hoping that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, but we ain't never left alone. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh no, 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 freedom is the road. Oh no, 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 coming in from the cold. Tell them not to sell it, it's worth more than gold. And guiltiness will catch them in the end. Oh yeah, oh yeah. FM en ma compagnie, celle de William et de notre invité Andrea. Et vous venez d'écouter la chanson Praise the Jah Moonlight de Ty Marley. Carmen Manga et Andrea Bomo. Je suis William Baïsa, bien sûr. Nous poursuivons cette conversation que j'ai commencée avec toi, Andrea, autour de l'importance des plantes médicinales. Quand on parle des plantes médicinales, des herboristeries, de médecine naturelle, cela est beaucoup plus accepté quand on vient d'Afrique, je me dis. C'est-à-dire, parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix. Par exemple, pendant la Covid, là, on a bu toutes sortes de décoctions. Parce que moi, j'étais en Afrique à ce moment-là. Mais ici en Occident, parce que là, maintenant, tu es québécoise, où il existe une importante industrie pharmaceutique, des hôpitaux qui sont hyper sophistiqués, l'assurance maladie, tout est bien là. C'est un peu, ça me paraît un peu moins évident, c'est-à-dire de venir avec un discours comme ça, dire que vous savez, moi j'ai 2 ou 3 plantes quelques tisanes qui peuvent marcher, il faut changer son mode de vie. Est-ce que ton discours est compris et entendu? Est-ce qu'il y a des résistances? Alors en fait, pour que le discours soit entendu, c'est qu'on aille à l'origine. Les ancêtres des médicaments, c'est bien les plantes médicinales. Bien sûr. Avant que les pharmacies n'existent, c'était des apothicaires, donc des endroits où on allait acheter des plantes. Plusieurs médicaments sont faits à base d'extraits de plantes. Alors, on ne réinvente rien. Je ne réinvente rien. Mais je rappelle ce qui a toujours été. Et ce qui a toujours été peut nous être utile aujourd'hui. Et ce n'est pas en remplacement des médicaments et de la médecine conventionnelle, mais c'est en complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies, de pathologies, il y a beaucoup d'états qui ne nécessitent pas la médication. Voilà. Donc il y a des états où en fait les plantes peuvent aider à soutenir les fonctions du système. Donc on ne parle pas de guérison, on ne parle pas de traitement, mais on parle d'optimisation. Et c'est ça la nuance en fait, c'est que oui, quand le stade est avancé, il faut aller vers des traitements plus poussés, des interventions. Mais quand quelqu'un vient et que cette personne est très fatiguée, a de la fatigue chronique, se sent mal nourrie, a du mal à dormir, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre cette personne sous médicaments ou est-ce qu'on a besoin de creuser, de l'aider avec des solutions naturelles qui n'auront pas ou peu d'effets secondaires sur son équilibre? Donc c'est ça l'approche. Et comme tu le disais, en Afrique et dans d'autres pays, là, comme plusieurs pays asiatiques, bien sûr. Les plantes font partie du quotidien. C'est normalisé. Ce n'est pas quelque chose d'impensable de se soigner par les plantes. Et en Occident, ça l'était aussi autrefois. Donc avant l'occidentalisation, c'est ça. Donc ça l'était. Et je pense que c'est important de se rappeler de ces choses-là et de les remettre à l'ordre du jour, d'autant plus qu'il existe déjà des études scientifiques bien sûr, qui mettent en avant les propriétés, les bienfaits des plantes médicinales. Donc en fait, en général, je n'ai pas souvent à justifier les choses parce que les faits sont là. Les faits sont là et puis...
il faut toujours y aller avec cet aspect, cette approche de complémentarité où on n'est pas en train de remplacer ni de combattre l'industrie pharmaceutique, mais on veut apporter une complémentarité. Je trouve ça un peu paradoxal aussi, le fait que les médecins ils vont toujours dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut éviter l'excès de sucre, etc. Mais que dans le même temps, dans la pensée populaire, on va combattre le fait de bien s'alimenter mieux que la norme, alors que c'est une recommandation médicale de partout, en fait. C'est assez paradoxal à mon sens. Quand tu dis bien s'alimenter, c'est-à-dire Éviter toutes sortes d'excès, favoriser les aliments, par exemple, antioxydants, éviter, par exemple, la charcuterie, des choses comme ça. C'est tout bête, mais à partir du moment où on va vraiment toucher aux plantes, aux tisanes, aux boissons détox, etc., ça va tomber dans le pseudo-scientifique. Alors que, bon, personnellement, je suis une fan de tisane. Tous mes amis savent que j'aime beaucoup le thé et les choses comme ça. Donc, ça me paraît un peu paradoxal, voire insensé, qu'on dise cette boisson, elle va pas t'aider à te sentir mieux, alors que de l'autre côté, on te conseille de boire de la soupe. Il n'y a qu'à regarder le monde actuel. L'alcool, on le sait tous que c'est mauvais pour la santé. Bien sûr. Pourtant, quand tu vas à la SAQ un vendredi soir, c'est rempli. C'est blindé de monde. Mais pourtant, tout le monde sait que c'est pas bon pour la santé. Mais pourquoi on ne combat pas l'alcool avec la même intensité que les plantes médicinales sont questionnées aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est une question d'abord plus globale, plus systémique. Mais la plupart des professionnels de santé savent que les plantes ont des bienfaits pour la santé. C'est pas un secret, en fait. Actuellement, 80% des médicaments qui sont fabriqués, y compris dans la chimiothérapie, sont essentiellement basés sur les plantes médicinales. Le reste, ce sont des molécules de synthèse. Donc, on ne peut pas vraiment, c'est-à-dire si on est honnête là, on ne peut pas remettre en cause l'importance des plantes médicinales. Mais bon, on connaît comment le monde n'est pas toujours cohérent. Quand on parle de la médecine naturelle et des plantes médicinales là, l'une des questions qui est souvent posée, c'est la question de la dangerosité. On dit les dosages ne sont pas bien respectés. Oui, c'est vrai. L'industrie pharmaceutique moderne fonctionne sur la base des plantes médicinales, mais quand on fait des décoctions, quand on fait des tisanes avec Carmen là, les dosages ne sont pas toujours bien respectés. Comment toi tu gères cette question? Parce que ça c'est des questions de mauvaise foi, mais qui existent. Tout à fait, et c'est important de le souligner aussi. Toutes les plantes médicinales ne conviennent pas à tout le monde. C'est pas parce que quelque chose est naturel que ce n'est pas dangereux. Donc c'est quelque chose que les gens doivent déconstruire dans leur esprit. Il y a des contre-indications. Il y a des plantes qui ne sont pas conseillées quand on a des maladies du foie, quand on prend certains médicaments. Donc, il y a des contre-indications. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers des professionnels, des personnes qui savent ce qu'elles font. Quand Carmen prend sa tisane, je pense que ce n'est pas dans un but thérapeutique pour aller guérir quelque chose. C'est parce que elle veut se détendre, elle veut digérer. Donc, des choses comme ça, c'est en général assez sécuritaire. Mais quand on parle maintenant de pathologie, de maladie ou d'antécédents ou de traitement médical qu'on prend en parallèle, il peut y avoir des contre-indications. À ce moment-là, c'est toujours important, quand on n'a pas la connaissance, de se tourner vers des personnes qui l'ont. Et toi, par exemple, est-ce que tu as des correspondants dans d'autres contextes? On est ici en Amérique du Nord. On sait qu'il y a des choses, il y a des plantes ici en Amérique du Nord, il y a des plantes en Amérique latine, il y a des choses qui viennent d'Afrique, l'Asie évidemment. Est-ce que tu as des correspondants dans certaines régions? Quels sont-ils? Comment tu t'organises en fait? Des correspondants, dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que tu as des fournisseurs? Je vais utiliser un terme. Ok, je comprends ce terme. un terme commerçant. Oui, alors oui, j'ai des fournisseurs un peu partout parce que je travaille avec des plantes médicinales vraiment de partout dans le monde. Il y a des plantes médicinales du Québec, de l'Amérique du Nord, comme tu disais. Il y a des plantes d'Europe aussi, plusieurs plantes d'Europe. Je travaille beaucoup avec les plantes de l'Inde parce que l'Inde est quand même très riche en termes de plantes médicinales. Ils sont aussi très avancés dans la médecine, justement, l'Ayurveda. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis encore revenue d'un séjour en Inde l'année dernière où j'allais pour le sommet du G20 et je me fournis également là-bas pour plusieurs des plantes médicinales et aussi en Afrique. Ouais. Donc, en Afrique centrale, particulièrement au Cameroun. Où j'ai également des fournisseurs en certaines matières premières. Donc vraiment, j'essaye d'explorer un peu la pharmacopée d'un peu partout. C'est ça. Oui, pour pouvoir déjà moi m'éduquer moi-même, découvrir, mais il y a vraiment des richesses
Il y a des richesses dans la terre. Ah, mais c'est fou, hein. Mais, et puis pour le conditionnement, ça se passe comme... J'aimerais peut-être voir ça. Alors, pour le conditionnement des plantes médicinales? Oui, c'est quoi? C'est un sachet? Ah, ok, d'accord. Donc, moi, je fais différentes préparations, mais les produits qui sont les plus populaires, ce sont les tisanes. Donc, on fait beaucoup de tisanes en vrac. Donc, c'est pas en sachet. Ça fait que c'est vraiment en l'état naturel, donc des plantes qui sont dans des sacs. Ouais. Donc dans des sacs. Et la raison pour laquelle on ne fait pas dans des sachets de thé, c'est que les sachets de thé en général sont assez toxiques, avec des microplastiques à l'intérieur. Donc on veut au maximum préserver la santé des personnes qui les consomment. Donc c'est aussi la forme dans laquelle les plantes vont donner le plus d'effets en termes d'extraction. Donc quand tu mets une cuillère à soupe de plantes, par exemple de moringa ou peu importe, dans de l'eau chaude, quand elle n'est pas contenue dans un sac, tu vas mieux l'extraire. Okay. Voilà, donc elle va pouvoir mieux s'étendre dans l'eau et apporter encore plus de propriétés. Donc il y a ce conditionnement-là qui sont des sacs avec des plantes en vrac, mais on fait aussi ce qui s'appelle des teintures mères. Ça, ce sont des extraits concentrés de plantes médicinales qui se prennent un peu avec des... c'est liquide en fait, donc ça se consomme sous forme liquide qu'on peut rajouter un peu d'eau ou un jus d'orange, peu importe. Donc les préparations dépendent de ce qu'on va chercher comme propriété, mais la forme la plus commune et on va dire pratique pour tout le monde, c'est une tisane en fait. C'est une tisane et c'est ce qui se fait le plus, c'est ce que je propose le plus aux personnes que j'accompagne. Et bon, pour terminer, avant de prendre une petite pause, je ne sais pas si Carmen avait quelque chose à dire. Non, moi je suis juste en train de prendre des notes depuis tout à l'heure. La dernière question que je voulais poser dans ce segment-ci, c'est est-ce que tu t'intéresses seulement à la prise en charge des ovaires polykystiques ou il y a d'autres affections? Alors, en tant qu'herboriste, je peux accompagner vraiment toute catégorie de personnes qui a besoin d'aller mieux au quotidien. Mais c'est vrai que je me suis spécialisée au fil des années sur une catégorie de la population féminine qui se sentait un peu délaissée par la médecine conventionnelle. Donc, tout ce qui touche au cycle menstruel, aux règles douloureuses, à la santé reproductive et même maternelle, parce qu'une femme, quand elle vient d'accoucher, elle a toutes sortes de petits problèmes au niveau de l'allaitement, au niveau des maux qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des domaines dans lesquels on se sent un peu délaissé. On n'a pas vraiment de solution. Donc moi, c'est vraiment la femme des règles jusqu'à la ménopause que j'accompagne. Vraiment tout le cycle de la vie de la femme à partir des premières règles. Ensuite, quand elle désire tomber enceinte, quand elle est déjà enceinte, pendant sa grossesse, une fois qu'elle accouche, pendant qu'elle allaite son bébé, pendant que son cycle revient, qu'elle veut un autre enfant, jusqu'à la ménopause. Il y a vraiment cet accompagnement. Et au fil des années, j'ai aussi commencé à accompagner les hommes parce qu'il faut savoir que la fertilité masculine est en baisse dans le monde à plus de 40%, ce qui est assez... Waouh. Ouais. Alors, j'accompagne aussi les hommes en quête de mieux-être pour mieux gérer leur stress, avoir plus d'énergie, s'alimenter mieux. Donc, au fur et à mesure, les femmes ont ramené leurs hommes, en fait. Et les hommes sont devenus vraiment des personnes que j'accompagne. Donc, c'est ça ma spécialité parce que c'est un sujet qui est en fait lésé. C'est lésé de tous, en fait. Personne ne s'intéresse à ça. Pourtant, les femmes représentent plus de la moitié de la population. Donc, c'est un marché assez vaste. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Et devine un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, manqué d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu. Allez, allez, Dieu. Allô, allô, allô. Ọláyíwọlá
shoot in my back. Now I had to do shakara. You know, feel leave me halfway. Oh, I know. That day you love me too much. Oh, I know. So Jackie, I come and say, il a commencé. Il a commencé, celui qui fait faire mi hâte de ma vie. C'est Jackie, a commencé, celui qui ferme la bouche de mes ennemis. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM et vous venez d'écouter la chanson C'est Dieu de KS Bloom et Chidina. Je suis dans ce studio avec Carmen Manga et Adrien Beaumont, journaliste et coach certifié en santé intégrative. Et avec elle, avec Carmen aussi, nous parlons de l'importance de l'herboristerie et de la santé naturelle des plantes et de ces choses-là. En fait, la conversation est plus intéressante quand on éteint le micro. Mais on va la rendre intéressante. Mais vraiment, c'est intéressant de discuter avec Andrea. J'encourage vraiment le plus grand nombre de personnes à la contacter. Peut-être même juste pour discuter, c'est vraiment fou. Ce qu'on peut apprendre d'elle. Alors, quelles sont les catégories de personnes que tu touches? Est-ce que c'est essentiellement les femmes noires? Alors, je touche à peu près toutes les femmes de différentes origines, mais la majorité, à peu près 60% des femmes que j'accompagne sont des femmes afrodescendantes. On sait que si tu as décidé de te lancer dans ce secteur, comme tu as dit, c'est pour partager ton expérience. C'est d'ailleurs après avoir lu cette expérience extraordinaire sur les réseaux sociaux, parce que c'est dans le pitch que tu fais souvent, que j'ai voulu que d'autres personnes l'entendent et que je t'ai fait venir ici sur Accent du Sud, donc je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Mais au-delà de toi et de ton cas qui est une sorte de happy end, on pourrait dire, mais tu as eu la chance. En Inde, on t'avait dit qu'il y a un infime pourcentage que tu réussis. Donc peut-être que ce pourcentage-là, infime-là, tu t'es révélé être l'heureuse élue. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as pu accompagner et qui, au-delà des tisanes qu'elles ont bu et des accompagnements qu'elles ont pu avoir, ont pu justement traverser et avoir des enfants? Parce que disons ça comme ça. Absolument. Donc, au fil des années, donc depuis 2019 que je fais cette activité, on a eu de nombreux témoignages, à la fois de femmes déjà, comme je parlais tout à l'heure, du syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes utérins, l'endométriose, les règles douloureuses, qui sont toutes des maladies qui affectent le quotidien des femmes. Donc, plusieurs témoignages. Je parle en centaines de témoignages de femmes qui passaient de règles extrêmement douloureuses où elles devaient se retrouver à l'urgence tellement elles ne pouvaient pas fonctionner, à des femmes qui n'ont plus de douleur pendant leurs règles, qui peuvent fonctionner normalement, qui peuvent aller au travail, avoir une vie de famille normale. Enfin, c'est une amélioration vraiment du quotidien. Je parle également de femmes qui avaient des règles abondantes, très abondantes, à tel point que c'est handicapant. Tu ne peux pas sortir et tu es fatigué à cause du fait que tu perds énormément de sang. À des femmes qui ont retrouvé un cycle tout à fait normal, avec un flux normal. Donc, avant même les bébés, avant même de tomber enceinte, il y avait déjà ce genre de témoignages-là. Et généralement, les bébés suivent. Parce qu'une fois que le cycle est régulé, une fois que les hormones vont bien, la fertilité est rétablie. Et on a eu plusieurs témoignages de femmes qui ont eu des enfants de manière naturelle, parce que je tiens à préciser que j'accompagne vraiment les femmes dans la voie naturelle. Dans la voie naturelle, la conception naturelle. Donc pas médicalement assisté, pas à travers des traitements de fertilité, mais vraiment 100% naturel. On a eu tellement de témoignages que je comptabilise aussi en centaines de femmes qui avaient des difficultés. Donc on ne parle pas de femmes qui n'ont aucun problème et qui cherchent à tomber enceinte. On parle de femmes atteintes de fibromes utérins, des femmes qui ont de l'endométriose. Parfois, la particularité avec ces pathologies, c'est que parfois elles vont ensemble. Donc on trouve des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, en même temps elles ont des fibromes, c'était mon cas. Il y en a qui ont l'endométriose avec autre chose. C'est un forfait. En fait, c'est un forfait, c'est un package. Et donc, on a eu beaucoup de retours positifs de femmes qui sont tombées enceintes. Il y a aussi des grossesses gémellaires. Donc, c'est pour moi, c'est toujours un bonheur en fait de voir ça, parce que c'est partie de mon histoire.
Et ça s'est étendu à des couples, à des familles qui ont été transformées et qui aujourd'hui sont des femmes que je continue d'accompagner parce que, comme je dis, je vais vraiment jusqu'à la ménopause avec les femmes que j'ai continué à accompagner après la naissance du deuxième bébé, etc. Et si je peux partager une petite anecdote qui m'a moi-même marquée dans mon cheminement, c'était la naissance des jumeaux de ma mère à 54 ans. Waouh. Voilà. Donc j'ai des petits frères. J'ai des petits frères qui ont l'âge de mes enfants. Dans cette affaire-ci, tu as des petits frères. Ouais. Des jumeaux, donc une fille et un garçon qui ont l'âge de mes enfants, littéralement. Et ça relève du miracle. C'est tout ce que je peux dire. Je suis baba. En fait, je suis tellement content d'avoir fait cette émission. Parce que avec Andrea, on devait se voir. D'abord, c'est parce que moi, je sais que je l'ai vu il y a 10 ans. Et donc, je suis un peu content. On n'était pas vraiment amis, mais je l'avais quand même aperçu. Mais on était amis sur LinkedIn depuis très longtemps. Là. Je suis sûr même que si je cherche dans mon téléphone, il y aurait ton contact. Ah oui? Je suis sûr, je n'ai pas vérifié, mais j'aurais. Mais je suis content parce que j'ai pris le temps d'aller voir dans ce qu'elle faisait, parce que c'était dans mon fil d'actualité. J'ai lu ça, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce type, parce que c'était quand même assez... c'était surprenant et agréable à lire, de voir que les choses comme ça fonctionnent et qu'au-delà du discours ambiant et de la délégitimation de ces plantes médicinales, il y avait des jeunes, parce que c'est une jeune dame encore, qui se lancent et donc ça ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire des gens vont continuer à découvrir des choses, à chercher et à apporter des solutions. Et je suis encore content de l'écouter là maintenant parce que ça aide effectivement des personnes. Ça aide des personnes. Donc, et c'est pour ça que je lance vraiment un message pour que les gens se rapprochent d'elle, discutent avec elle. Parce que d'abord, il y a des vocations que ça peut créer, il y a des solutions que ça peut apporter. Et elle-même, je pense qu'il faudrait qu'elle vienne à l'Université de Montréal. Là, je fais la publicité de l'université, de mon programme, sciences humaines appliquées. Il faudrait qu'elle vienne nous faire un doctorat en sciences humaines appliquées pour documenter tout ça et puis renforcer l'argumentaire qu'elle pourrait avoir parce qu'elle en aura besoin. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Ça serait plutôt pour les personnes qui pourraient écouter cette émission ou tomber sur un article qui parle de ça. Ça serait quoi les premiers conseils que tu pourrais te donner pour les gens qui cherchent à s'informer plus ou débuter dans tout ce qui est recherche, information, pratique même de tout ce qui est herboristerie? Alors, la première des choses, en fait, c'est de lire. C'est de vraiment se tourner vers la littérature. Si on veut apprendre à connaître les plantes médicinales, l'avantage, c'est que si on est à Montréal, Montréal regorge d'herboristeries. Donc, il y a des herboristeries, il y a des herboristes aussi. Il y a la guilde des herboristes, par exemple, du Québec, avec pas mal de ressources intéressantes dessus. Il y a aussi certaines herboristeries qui donnent des ateliers, donc des ateliers d'apprentissage, en fait, pour découvrir les plantes, faire ces petits mélanges à la maison. Donc, déjà, pour se familiariser avec les plantes. Et j'aime souvent le dire parce que moi, j'ai commencé en me familiarisant avec les plantes. Donc, j'ai pas pris de formation au début. C'était vraiment... J'achetais des plantes, je lisais dessus, je me documentais et puis je les essayais. Donc, il y a des plantes qui sont quand même assez sécuritaires, qui peuvent être accessibles à tous. Je peux donner des exemples comme l'ortie. Donc, l'ortie, c'est une plante qui est assez sécuritaire, que ce soit pour les adultes, les enfants, les femmes enceintes. C'est vraiment une plante qui est assez globale, qui peut aider pour l'énergie, par exemple. Donc, ça aide à l'énergie. C'est une plante qui a beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines. Donc, c'est en fait comme un multivitamine naturel. Donc, c'est d'essayer d'aller jouer avec les plantes, en fait. S'intéresser à des plantes comme la mélisse, qui est une plante relaxante, anti-stress. Aussi, pareil, assez sécuritaire et assez accessible également. Donc, ça fait partie des plantes que je recommande. Il y a aussi, pour la digestion, des plantes comme la camomille ou encore le basilic sacré. Donc, c'est toutes des plantes qui sont accessibles, qu'on peut trouver et pour lesquelles il y a quand même beaucoup de documentation disponible en ligne sur les bienfaits, même tout ce qui est recherche scientifique, c'est disponible. Donc, la première des choses, c'est vraiment de commencer à se former sa petite pharmacie naturelle, entre guillemets, chez soi, pour les petits maux du quotidien. Donc, pour avoir de l'énergie, pour mieux dormir, pour digérer, pour relaxer après une journée stressante. Donc, c'est des petites choses comme ça, de débuter comme ça et ensuite d'élargir ses connaissances, mais
Ce que je conseille aussi, c'est de ne pas se limiter à je ne sais pas ce que je fais, ce que je vais bien faire. Non, c'est vraiment d'essayer. Il faut essayer les choses, il faut prendre la main et ensuite aller plus loin avec les ressources disponibles. Okay. You live in my dream state. Relocate my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count sheep, that's the only time we make up. You exist behind my eyelids. No, I don't wanna wake up. 20 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'ma see you again. I said, okay, my infatuation is translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for, I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them rose to the cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 20. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de notre invité Andrea. Et vous venez d'écouter la chanson See You Again de Tyler, the Creator. Et nous continuons à parler de l'importance de l'herboristerie et surtout des défis de se lancer dans ce secteur-là, parce qu'on sait que ici au Québec, c'est quand même assez réglementé, la pratique de la médecine et des soins, c'est assez réglementé. Alors, est-ce que lancer une affaire de soins à partir de plantes médicinales ici au Québec, est-ce que c'est quelque chose de facile de ton expérience? Absolument pas. Qu'est-ce qui est dur? Absolument pas, parce qu'à partir du moment où on commercialise des produits dits de santé naturelle, il faut en quelque sorte avoir une autorisation de Santé Canada. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir un numéro de produit de santé naturelle qu'on appelle NPN. Donc ça, c'est quand on markete des produits. Mais dans le cadre d'une pratique privée, par exemple d'herboriste, où je reçois quelqu'un qui a mal à la tête, qui a des problèmes de digestion ou qui a des règles douloureuses, le fait de faire des mélanges personnalisés pour cette personne-là, on va dire, c'est autorisé. Donc c'est quelque chose qui est autorisé, mais à partir du moment où on lance des produits, on lance une marque qui a, on va dire, des allégations thérapeutiques, médicinales, là, ça devient compliqué. Et donc, c'est un peu dans le dilemme dans lequel je suis rentrée, parce que j'étais à la limite du bien-être et de la santé. Voilà. Donc, j'étais dans la limite du bien-être et de la santé. Puis, quand j'ai commencé à me spécialiser vraiment dans les troubles reproductifs, là, je suis dans la santé. Donc, là il a fallu vraiment aller vraiment dans la réglementation pour comprendre ce qu'il y avait à faire. Puis c'est vraiment dans cette phase que je suis actuellement. C'est justement la phase de passer à un autre niveau où il faut être reconnu déjà, homologué par Santé Canada et pouvoir être reconnu comme des produits de santé naturelle, thérapeutiques pour ces pathologies, ces maladies pour lesquelles j'accompagne les femmes en privé déjà depuis 5 ans. Et pas de problème avec les ordres, par exemple, les pharmaciens, les machins? À ce jour, non. À ce jour, non. Je ne souhaite pas que cela arrive. Ça ne va pas arriver. Inch'Allah. Je ne souhaite pas que ça arrive, surtout parce que j'aimerais travailler en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. C'est déjà le cas en Afrique et dans les Antilles, où mes produits sont distribués dans les pharmacies. Ouais. Donc, j'aimerais pouvoir répliquer ce modèle un peu partout, parce que c'est le bien-être qui compte. Ça m'intéresse. On en parlera peut-être après.
Mais je vais poser quand même une question, parce que l'industrie pharmaceutique est quand même connue comme assez conservatrice. Mais en Afrique, c'est un peu différent, visiblement. Effectivement. Et même dans les Antilles, puisque c'est en Martinique, on est vendu en pharmacie. Au Cameroun, on est vendu en pharmacie. Donc, il y a une approche qui est différente. Puis en France aussi, donc ce sont les pharmaciens qui ont le droit de vendre des plantes médicinales. Donc, en fait, les seuls professionnels, les herboristes ne sont pas reconnus en France. Donc, c'est vraiment la pharmacie qui a le droit de conseiller sur les plantes médicinales. Et d'ailleurs, les pharmacies, c'est ce qu'on appelait les apothicaires avant, donc qui étaient des endroits où on achetait des plantes médicinales. Donc, en fait, c'est une industrie avec laquelle j'aimerais travailler à long terme. Mais c'est tout le bien qu'on te souhaite, d'ailleurs. Donc, ça, c'est la marge de progression que tu as. Je voulais poser une question sur l'internationalisation, mais tu viens de me dire que tu es une multinationale, là. Pas encore, mais on va dire qu'il y a une demande assez globale, en fait. Merci, Andrea, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Je dis aussi merci aux auditeurs pour leur écoute fidèle au fil des semaines. Que dire de Carmen? Merci, Carmen. Merci à vous. Vous êtes sur la CISM 89.3 FM et vous écoutez Accent du Sud à Montréal. Je suis William Baïha. Au revoir.